Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum معنا sur Média 24. Vous regardez le 12-13. C'est votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité avec celles et ceux qui font l'actualité. On se retrouve tous les jeudis entre midi et 13 heures pour revenir sur les faits marquants de l'actualité. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je serai accompagné chaque jour par mon confrère journaliste et chroniqueur politique Aziz Bousta qui est à ma droite. Bonjour Aziz Confrère et ami. et ami Confrère et également. ami. Donc, on est d'accord là-dessus. Bonjour Adil. مرحبا بك معنا sur Média Allah 24. يبارك فيك, Allah يبارك فيك. C'est pas la première fois, ça va pas être la dernière, je suppose. Absolument, c'est la première d'une longue série. On va essayer. C'est C'est la première d'une longue série. d'une longue série. C'est la première aussi de 2026. Absolument. Voilà. Et comme vous pouvez le constater sur l'écran large, nous avons un invité pour cette première. Il s'appelle Omar Benjeloun, à ma gauche. C'est Omar, bonjour. Merci, c'est Adil de m'avoir invité. Vous êtes docteur en droit, avocat au barreau de Rabat, membre de l'ABAM, l'Association des barreaux du Maroc. Et nous vous recevons aujourd'hui puisque nous allons parler de l'actualité des avocats avec cette polémique autour du projet de loi qui régit l'exercice ou la profession des avocats. Nous allons en parler aujourd'hui. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation Merci aujourd'hui. pour votre intérêt. Et l'actualité de ce jeudi 15 janvier 2026, elle est avant tout, avant de parler du sujet des avocats et d'autres sujets que nous allons aborder, l'actualité en ce jeudi 15 janvier, c'est bien évidemment la qualification du Maroc à la finale de sa CAN à domicile après un match très tendu hier soir face au Nigeria, qualification au bout des arrêts de du temps additionnel et des prolongations et des tirs au but. Et on se retrouvera avec nos amis sénégalais pour une deuxième étoile à accrocher au-dessus de l'écusson de l'une des deux équipes. C'est le sujet à la une et on en parle maintenant. Le sujet à la une, c'est donc cette qualification du Maroc pour la finale de la CAN 2025. Alors avant de vous donner la parole, messieurs, pour donner votre sentiment par rapport à ce match, à cette ambiance autour de la CAN, à cette qualification à la finale, à ce match aussi qui nous attend avec nos amis sénégalais, parce que là, il s'agit de conclure cette très belle épopée. Je vous propose de regarder, de visionner une analyse technique réalisée par notre confrère journaliste à Média 24, Shadi Chaabi. On regarde le sujet, on se retrouve juste après. Yassine Bounou est pour beaucoup dans la qualification du Maroc en finale de la CAN 2025. En stoppant deux nouveaux pénaltys face au Nigeria en demi-finale, il porte son total à 4 arrêts sur 7 lors des deux dernières séances de tir au but disputées par l'équipe nationale. En huitième de finale du Mondial 2022, le portier marocain avait déjà arrêté 2 tentatives. Mais la qualification du Maroc ne s'explique pas uniquement par la performance du gardien ou des tireurs. Elle repose avant tout sur une prestation collective très solide. Dans le jeu, le Maroc a totalement neutralisé le Nigeria. Les Super Eagles n'ont tenté que 2 tirs, leur plus faible total dans un match de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010. Les Lions d'Atlas ont exploité les failles du 4-4-2 en losange du Nigeria. Il ne leur a manqué qu'un brin de réussite pour faire la différence avant la séance des pénaltys. On vous montre tout ça à travers 2 séquences. Pour commencer, une action défensive qui résume parfaitement le plan de jeu mis en place par Walid Regragui. Le Maroc récupère le ballon haut grâce à Ismaël Saibari, en coupant les lignes de passe vers les milieux de terrain du Nigeria. Juste avant, Ayoub El Kaabi déclenche un pressing intense qui met Ayaji sous pression et l'oblige à jouer dans l'urgence. Sur le plan offensif, les Lions d'Atlas ont exploité une faille structurelle du 4-4-2 en losange adopté par le Nigeria. Ce système ferme l'axe, mais laisse naturellement de l'espace sur les côtés, notamment à l'opposé du ballon. C'est précisément dans cette zone que le Maroc a trouvé des solutions, avec Brahim Diaz notamment, libre côté droit. Le décalage est créé, mais l'enroulé de Diaz passe à quelques centimètres des cages de Stanley Nwabali. Le Maroc n'a pas simplement remporté cette demi-finale, il en a eu le contrôle, et il le doit autant à son plan de jeu
qu'aux arrêts de Yassine Bounou lors de la séance des pénaltys. Voilà, c'était donc l'analyse technique produite par notre confrère Chadi Chehbi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'analyse complète de ce match Maroc-Nigeria dans la séquence Momentum qui sera disponible dans quelques heures aujourd'hui sur Média 24. Alors, ce qu'on retient de ce sujet, c'est au-delà de l'aspect technique et tactique mis en place par Walid Regragui, ce que l'on retient de ce match, c'est l'exploit ou la prestation de Yassine Bounou, qui nous a refait une Bounou après la séance de tir au but face à l'Espagne pendant la Coupe du Monde 2022. On peut le dire, c'est lui qui nous a sauvés hier à l'issue des tirs au but. Monsieur Omar, comment vous avez vécu ce match? On a été face à un match complètement jouissif qui est confirmé d'abord une chose, c'est que le Maroc était aussi agressif et capable d'un jeu physique. Et donc on découvre que le Maroc avait rempli cette lacune du jeu physique, où on se disait comment apporter l'alternative au jeu physique africain par rapport à un jeu beaucoup plus rapide. Mais là, hier, face au Nigeria, qui sont un peu les plus physiques de l'Afrique, le Maroc a démontré qu'il était aussi capable d'un jeu très offensif et très physique, aussi bien en défense qu'en attaque, par rapport à une super équipe des Eagles nigérians. Et puis, par rapport à Bono, bien sûr, il confirme son statut d'école de goalkeeper. C'est-à-dire, il y a eu Yachine à l'époque 1980, et là, il y a aujourd'hui Bono, après une quarantaine d'années. Je pense Entre-temps, qu'il il y est a rentré dans Gattuso l'histoire du football. Et Entre-temps, bien sûr, il il y y a a son eu mentor et absolument son les entraîneur. premiers pas de cette grande école des goalkeepers qui était Badou Zaki. Aziz Bousta, sur ce match et surtout sur la prestation de Yassine Bounou, comment tu as vécu ce match? Alors toi, tu dis prestation ou exploit. Moi, je dirais prestation, parce que exploit, ça veut dire que il a fait des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Alors, à partir du moment où on est arrivé à la séance de tir au but, on s'est dit, ça nous ramène à Qatar, on sait faire, les Marocains Il sait savent faire. il sait faire. J'étais rassuré. Pour moi, ce n'est pas une. Alors, je vais te dire pourquoi je parle d'un exploit. Justement, euh, parce qu'après le tir au but manqué par Hamza Igaman, mhm. je pense sincèrement qu'on On a tous pris un coup. voilà, on était beaucoup Et plus lui de aussi, l'élimination. Et donc, dans ce sens, c'est un exploit parce que c'est lui qui nous remet dans le match, Mhm. si j'ose dire, et c'est lui qui, au final, nous permet de nous qualifier à cette finale. Oui. Donc, en Ben, l'occurrence, c'est un exploit. Même s'il sait faire, il l'a si tu déjà prouvé. veux, si tu veux, il a eu aussi l'exploit d'arrêter de faire un ou deux arrêts réflexes. Si tu veux, c'est des exploits. Je continue de dire que Bono reste égal à lui-même, reste quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Le gardien souriant, le gardien volant et souriant. Il arrête des pénaltys, des tirs au but avec le sourire. Il est absolument magnifique, ce garçon. Bravo. Maintenant, moi, je fais pas partie des 40 millions de sélectionneurs, parce que bon, je ne m'y connais pas trop en foot, je le reconnais, mais à pas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était, je reprends ton expression, Omar, c'était véritablement jouissif. Oui, moi, j'avais l'impression, je regardais du beau foot, je regardais une équipe marocaine qui était concentrée, une équipe marocaine qui était précise, une équipe marocaine qui était enjouée, une équipe marocaine qui était vraiment bien dans sa peau. Bien entendu, il y a eu des moments, des phases de jeu où c'était pas terrible. Ouais, quand on, parce que les 40 millions de sélectionneurs, fait ceci, ah, passe à celui-là, passe. Comme on dit, nous, on est tranquille, chez nous, rythme cardiaque stable, tout va bien, on n'a pas des armoires à glace Rythme autour de nous cardiaque qui nous... stable, ça dépend pour qui. Rythme cardiaque stable, bon, il Bon, est pas hier, stable, mais j'étais pas... très fébrile hier soir. Bon, j'étais pas serein. Mais bon, c'est pas toujours aussi facile quand on est sur le terrain, quand on doit faire les choses qu'ils ont faites. Et Mais donc, ils ont parfaitement je assuré. pense sincèrement que suivre un match de l'équipe nationale en tant que supporter, c'est beaucoup plus dur pour les nerfs et pour l'aspect psychologique que de le vivre en tant que joueur sur le terrain. C'est mon intime conviction. Je pense qu'on stresse beaucoup plus en tant que spectateur que les joueurs qui sont sur le terrain. Ça aurait été bien eux, ils d'avoir un sont dans joueur le- avec nous, Azil, parce que bon, eux, ils courent, ils prennent des coups, ils tombent, ils doivent être précis, et en plus, ils stressent. Hmm. Parce que les 65 000 personnes qui sont en train de les soutenir, et bravo pour le public, parce que c'était un public vraiment magnifique, vraiment merveilleux, El Greg l'a dit aussi, il doit y avoir une pression terrible. Et pourtant, ils ont passé ça. Ce qui est bien, c'est de voir cette équipe calme, cette équipe qui maîtrise, cette équipe de ce Maroc tel qu'on veut le voir dans beaucoup d'autres secteurs et domaines que le foot. Espérons que ça fera des émules pour les autres secteurs et pour les autres domaines, mais ça, on en parlera. Alors, Je vois sourire. oui, oui, parce que je vois où tu veux en venir. Avant de nous Non, projeter vers la finale
qui nous opposera dimanche prochain face au Sénégal. Quelle est l'image que vous retenez de la soirée d'hier? Parce que chacun a un moment clé ou une image qu'il retient de la soirée d'hier. Pour certains, c'est les arrêts de Bounou. Pour d'autres, c'est les occasions manquées. D'autres font le focus sur un ou deux joueurs qui permettent justement à l'équipe nationale de tenir le choc physique. Quelle est l'image qui résume pour vous, Omar, le match d'hier, ou celle que vous retenez par rapport à la soirée d'hier? Je vais être peut-être victime de ma déformation intellectuelle ou voir un grand moment d'ordre politique où la communion nationale et la communion africaine étaient là. C'était une belle image à la fois nationale et africaine, avec une équipe, avec un 12e joueur qui est le public, avec un prince héritier portant le maillot, et puis avec une grande unité africaine, avec un fair play africain où il n'y a pas de mauvaise foi, où il n'y a pas de théorie du complot, où tout le monde a été face à un jeu, à des règles du jeu, avec beaucoup de valeurs. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de jouer face à des équipes africaines subsahariennes que face à des équipes, je vais les nommer, l'Algérie ou l'Égypte. Parce que quand vous parlez de théorie du complot, c'est dans la bouche des représentants de ces équipes-là qu'on entend des accusations de Kaoulassa, comme ils disent, de la part des responsables. Les Algériens et les Égyptiens, parce que même la réaction de l'entraîneur, oui, même la réaction de l'entraîneur égyptien hier suite à l'élimination face au Sénégal, elle est indigne du poste qui est le sien, celui de sélectionneur d'une grande nation du football africain comme l'Égypte. Mais ça, c'est entre parenthèses, parce que j'ai décelé dans votre propos le message que vous voulez. Tout à fait, mais le Maroc a toujours donné l'exemple de la fraternité et de l'unité. Donc nous laissons aux amateurs de la théorie du complot d'exceller dans leur exercice qui peut nous faire éventuellement sourire. Mais les résultats à la fois de l'organisation, les résultats relatifs au sport en termes de jeu, les résultats relatifs au comportement et à l'attitude d'un public qui a, entre parenthèses, été toujours qualifié de meilleur public depuis le mondial de Russie, le mondial de Qatar, et aujourd'hui, sur le terrain, il prouve qu'il a été le meilleur public, à la fois par rapport à sa communion liée à l'équipe, et puis à son organisation, effectivement. Aziz Boussam, qui est sur l'image que tu retiens de la soirée d'hier, du match, de cette qualification? Bien sûr, il y a le public. Alors, il y en a 4. Le public, pendant l'hymne national. Oui. Donc, ça, c'est toujours la même ferveur, quelque chose qui naît, quelque chose qui est fort, quelque chose qui submerge, qui vous emporte. Il faut vraiment avoir les nerfs en acier pour ne pas bouger. L'image du prince, on est Hassan, donc avec Tony, comme tout le monde, pas en tribune officielle. Lui, il est venu en tant que supporter pour regarder et supporter. Il a supporté, son regard extrêmement concentré, inquiet, comme nous autres, pendant 120 minutes. Après, il y a une femme, vers la fin du... Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, alors quand tu as 65 personnes qui hurlent, bon, je voyais les joueurs, bon, ça fait quelque chose. Et puis le joueur, Gamel, qui a raté le penalty, la tristesse et la douleur, j'avais mal pour lui parce que bon, c'est toujours difficile. Et juste après, quand Bounou a arrêté le tir d'après, tout le monde est parti vers lui parler, lui dire bon, ça c'est réglé, on se calme, c'est réglé. C'était 4 images qui ont montré ce que c'est que le Maroc, le vrai Maroc. Et c'est vrai qu'on sent que dans ce groupe, il y a une certaine forme de cohésion, vraiment. Le terme approprié, c'est la cohésion de groupe qui est là, que c'est pas juste des mots balancés en l'air. Un mois vivre ensemble, thème d'Ebza. Ouais. Il a dit ça comme ça, et c'est bien. C'est vrai, c'est très rare, parce que vous savez, les joueurs de foot, les champions, les joueurs de foot professionnels, c'est beaucoup d'ego à gérer. Ouais. Et le fait de ne pas avoir un problème d'ego pendant une compétition où vous êtes enfermés pendant plusieurs jours ensemble, là aussi c'est un exploit, c'est un autre exploit. Alors on a eu quelques réactions d'après-match de la part de certains supporters à la sortie du stade Moulay Abdallah. Notre journaliste Erdouane Chilh était sur place et il a pris quelques réactions des supporters marocains à l'issue de ce match. Je vous propose de regarder ce que les uns et les autres avaient à dire par rapport à ce match. Et on se retrouve juste après. عافاك عندي واحد السؤال انا اليوم واش اوسيمان دخل يلعب ولا ما دخلش يلعب؟
سيمانه حنايا كيقولوا لنا اوسيمان كان خصهم يدخلوه يلعب مسكين ما دخلش. اجواء خياليه ان شاء الله. انا واخا مريض ولكن جيت وغوت وهانيه مره واحده نعيشوا هادشي في حياتنا وديما مغرب الشباب. بابا رجعنا الشرف للجاره ديالنا. واحد السلام عليكم. جيت من مراكش اليوم هذاك الشيء تاع فاف كله دخلنا الحمد لله فاف كله وتحيه لي فولونتير كاملين من هذا المنبر هذا. Franchement, c'était un match époustouflant. Vraiment, les Lions, ils étaient des Lions d'Atlas. Ils ont mis vraiment à la hauteur tous les Marocains. En tout cas, c'était un match extraordinaire. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et les pénalités, Bounou était vraiment en forme. Heureusement qu'il est là, comme à chaque fois. À Qatar, il était là pour nous. Et là c'est pour cette demi-finale magnifique, Inch'Allah, pour la finale. En tout cas, dommage, il n'y avait pas pénalité premier mi-temps, mais en tout cas, ils étaient incroyables. Ils ont réussi à tenir tête à une équipe aussi forte, aussi nigérienne. Merci beaucoup pour en tout cas, Allez, ça Donc voilà quelques réactions d'après-match des supporters qui ont eu la chance de suivre ce match et ce moment historique Alors, il y a pour le aussi football autre chose. national. Attends, je donne la parole. Mais moi, ce que je retiens, parce que ça s'est revenu dans la bouche de plusieurs supporters, c'est bon, Osimhen, il est haut, on l'a pas vu, parce que c'est vrai que depuis le début de la CAN, c'est l'attaquant phare et celui qui domine toutes les défenses face auxquelles il a pu jouer. Et aussi la petite dédicace adressée le Jiren, c'est revenu dans la bouche de deux supporters et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur certaines accusations fallacieuses. Donc qu'est-ce que vous dites par rapport à ces réactions? Est-ce que c'est bon enfant, c'est la joie d'une qualification historique? Il y a un spectacle, dans le spectacle, on n'en parle pas assez. Il faudrait peut-être faire plusieurs émissions, analyser ça, cette capacité des Marocains à déployer un humour aussi fin, aussi régulier, aussi tuant de rire. Je n'ai jamais regardé autant de vidéos, même à l'époque de Qatar, autant de vidéos. Alors il y en a un qui a dit sur le match Algérie-Nigeria, اش تغشوا لكم ولا الفار ولا ما داروش ولا كذا وهذاك البيت اللي دخل عليكم حتى الوهران quand l'attaquant était en face de Oui, c'est vrai. دخل عليكم حتى الوهران. Trouver des choses comme ça et tout le monde واحد تنسك في الاخر sur l'humour. Il y a une créativité, il y a une innovation, il y a une imagination. On dirait que d'ailleurs même pendant le triste souvenir, celui du séisme de l'Haouz, on n'était pas encore, on était tous encore en train de trembler des répliques du séisme, qu'il y avait déjà des trucs qui commençaient à sortir, des vidéos, des montages, des montages, des deepfakes aussi. Et là, avec cette canne, avec tout le stress, et on prend encore le temps de s'amuser et de rigoler. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit mon concitoyen, le Marrakchi, sur le Doliprane. Ils sont là, en plus ils sont serviables. Vous voyez. Donc tout est bien. Et cela nous amène à la finale face au Sénégal. Donc ça sera une confrontation avec nos frères sénégalais. Je pense sincèrement que c'est la meilleure affiche qu'on aurait pu avoir pour cette finale. C'est les deux premières nations africaines au classement FIFA en tout cas. C'est le premier contre le deuxième. Sincèrement, la logique du foot a été respectée pendant cette CAN, ce qui n'a pas toujours été le cas pendant les précédentes éditions. Donc si on se projette vers cette CAN et cette affiche, Maroc-Sénégal, bon, le pronostic, on espère tous une victoire du Maroc, bien évidemment, mais comment vous sentez ce match? Est-ce que ça sera aussi tendu, aussi dur physiquement que face au Sénégal? Ou est-ce que, étant donné que ce sont deux équipes qui font du bon jeu et qui n'hésitent pas à prendre l'initiative pour la construction des actions, on aura peut-être du beau spectacle et un match différent du match face au Nigeria? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les deux meilleures équipes africaines en termes de jeu sont arrivées en finale, ce qui veut dire que c'est le résultat logique d'un processus de construction footballistique. Et en même temps, on a la chance à ce que ces deux équipes, par rapport à leur profondeur populaire et même historique, et religieuse et politique et tout le reste, fraternisent. C'est-à-dire que si ce n'était pas le Maroc devant le Sénégal, je pense que le public marocain allait de toute façon soutenir le Sénégal. Aujourd'hui, bien évidemment, on est derrière les Lions de l'Atlas, mais en tout cas, il y aura une très très belle affiche en matière de fraternisation populaire entre le public sénégalais et le public marocain, et quelque part la coupe restera à domicile, quel que soit le résultat. Inch'Allah.
Aziz, une projection vers cette finale, qu'est-ce que tu en attends, au-delà de la victoire finale des Lions de l'Atlas? Il peut y avoir, à mon sens, rien d'autre que la victoire parce que tout le monde est sous pression, aussi bien les Sénégalais que les Marocains. Mais bon, à un moment, les Sénégalais vont comprendre que les Marocains ne peuvent pas perdre ce match, pas après avoir fait ce parcours, pas après avoir tout fait pour réussir cette CAN et qui réussiront cette CAN et qui réussiront ce match et que la finale, que la coupe restera ici. Pour le public merveilleux encore une fois, les 65 000 personnes seront là encore une fois pour encourager les nôtres et pour siffler et huer les autres, sauf que cette fois, ils vont encourager et soutenir bruyamment les Marocains et ils vont siffler poliment et amicalement nos amis sénégalais, nos frères sénégalais. Oui, c'est de bonne guerre, c'est de bonne C'est guerre. de bonne c'est de bonne guerre, guerre. c'est de bonne guerre. Maroc-Sénégal, c'est donc l'affiche de cette finale qu'on peut voir d'ailleurs à l'écran. Ce sera dimanche prochain à partir vrai. de 20h au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Et on espère sincèrement que dimanche prochain, aux alentours de 22h, allez, s'il y a des prolongations et séances de tir au but vers 23h minuit, on sera dans les rues de Casa, Rabat, Tanger, Agadir, Marrakech pour célébrer un deuxième sacre qui nous fuit depuis près d'un demi-siècle maintenant. On referme cette page sport et cette page CAN 2025, puisque l'actualité n'est pas que sportive, elle est aussi politique, sociale, sociétale. Nous allons parler de l'actualité politique majeure de ces derniers jours. C'est cette annonce faite par Aziz Akhnouch de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête du parti du RNI. Mais ce sera dans un instant. Nous allons parler des avocats, puisque la polémique enfle. Il n'y a que des polémiques en ce moment. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de polémique par rapport à la victoire finale des Lions de l'Atlas pendant la CAN, mais il y a une polémique concernant un projet de loi, le projet de loi 66-23 relatif à la profession d'avocat. C'est la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, Omar Benjelloun. Les robes noires sont vent debout depuis plusieurs jours maintenant contre le texte porté et défendu par le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi. Le mouvement de protestation annoncé par l'Association des barreaux du Maroc, à laquelle vous appartenez, le 9 janvier dernier, au lendemain de l'adoption du texte en Conseil de gouvernement, se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, ce jeudi 15 janvier. L'association a annoncé 6 jours de grève à partir de ce jeudi. Le programme de cette grève est le suivant, donc c'est les jeudi 15, vendredi 16 janvier, mardi 20 et mercredi 21 janvier, et puis mercredi 28 et jeudi 29 janvier. Alors pourquoi une telle défiance de la part des robes noires vis-à-vis de cette réforme voulue, défendue et portée par le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi? Que contient concrètement ce texte de loi 66-23? C'est l'objet de la rubrique dans le texte préparé par Jihan Zien. Je vous propose de regarder cette séquence et on se retrouve juste après. Le texte qui suscite la colère des avocats vise à réviser la loi 2808 qui encadre leur profession depuis 17 ans. Celle-ci prévoit dans ses articles 5, 6 et 7 relatifs aux conditions d'accès à la profession. Les nouvelles dispositions prévues par la loi imposent un concours sélectif, la création d'un institut de formation et un stage obligatoire de 2 ans. 20 mois en cabinet et 4 mois au sein d'une administration en lien avec la profession d'avocat, institution publique ou entreprise privée. Une des dispositions dénoncées par les avocats, les articles 26 et suivants, qui instaurent la possibilité de conclure un acte de coopération entre un avocat exerçant au Maroc et un avocat étranger ou une société professionnelle d'avocats étrangères. Pour les robes noires, cette option facilite l'accès à la profession pour les avocats étrangers. Une autre disposition suscite également la colère des avocats. Il s'agit de celle prévue par l'article 35, également liée à l'exercice de la profession par des étrangers. Selon cet article, le ministère de la Justice peut autoriser à titre exceptionnel des cabinets étrangers non autorisés à exercer au Maroc, à condition que ces cabinets soient liés par contrat à une société étrangère menant un projet d'investissement au Maroc. D'autres critiques concernent le transfert de certaines compétences des conseils de l'ordre à des organes officiels extérieurs et l'obligation faite aux bâtonniers ou au conseil de l'ordre de notifier le ministère de la Justice de toutes leurs décisions, ce qui est perçu comme une atteinte à l'indépendance des avocats. Les bâtonniers membres de l'ABAM menacent de démissionner collectivement
pour protester contre ce qu'ils estiment être une atteinte aux droits fondamentaux et contre l'absence de dialogue. Concernant la représentativité de la profession, le projet de loi introduit une autre nouveauté à travers ses articles 115 et suivants. Il s'agit de la création du Conseil des ordres des avocats, regroupant l'ensemble des ordres du royaume, est appelé à devenir le seul représentant des robes noires auprès des autorités et des administrations. Le projet de loi prévoit par ailleurs de limiter la durée du mandat du bâtonnier à un seul mandat non renouvelable, d'assurer une représentation féminine au sein des conseils des ordres d'avocats et d'accorder au procureur général du roi près la cour d'appel un droit de recours en cas de classement d'un dossier disciplinaire concernant un avocat. Cette dernière disposition est perçue par les robes noires comme une atteinte à l'indépendance de la profession. Enfin, l'obligation de régler tout honoraire supérieur à 10 000 dirhams par chèque ou par voie électronique est critiquée car, selon les avocats, une partie importante de la population ne dispose pas de compte bancaire, ce qui rend cette mesure difficilement applicable et socialement déconnectée de la réalité. Ah, donc c'était le sujet préparé par Jihan Zien. Alors avant de revenir, Omar Benjelloun, en détail sur les articles de ce texte de loi qui pose problème. Donc, déjà une petite précision, j'ai dit tout à l'heure le projet de loi 66-23, c'est le projet de loi 66-28, on est bien d'accord. Bon. Avant de revenir en détail sur les articles... c'est 23. Non, c'est 28. 66-28. L'essentiel, ce n'est pas la numérotation, on peut y aller. Bref, c'est le projet Ne de vous loi inquiétez pas. qui organise l'exercice de la profession. Avant de revenir en détail sur les articles qui posent problème et avoir le son de cloche justement de l'Association des barreaux du Maroc que vous représentez aujourd'hui, d'abord d'une manière globale, pourquoi cette réforme qui est présentée en tout cas par le ministère de tutelle comme une modernisation nécessaire de la profession d'avocat? Je rappelle que le texte qui régit aujourd'hui la profession date de 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on est régi par le même texte de loi. Pourquoi cette réforme voulue par le ministère suscite une telle contestation massive de la part de la profession que vous représentez aujourd'hui? En fait, c'est très simple, si Adil. C'est que derrière le slogan de la modernisation, il y a un assassinat d'un pouvoir d'équilibre qui est mis et placé entre les mains des citoyens, des institutions, des entreprises, des associations. C'est-à-dire qu'il y a un coût donné au pouvoir d'influence de la défense à l'intérieur de ce qu'on appelle un procès équitable. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez construire la vérité, vous allez déterminer des responsabilités, vous allez aider et participer au fait de dire le droit par un pouvoir d'injonction qui est le pouvoir judiciaire, où vous allez éventuellement parer et freiner l'abus de pouvoir du pouvoir exécutif. Le pouvoir de défense ou le pouvoir des avocats a été imaginé par l'État, par les constitutionnalistes, à ce qu'il soit un pouvoir d'influence et d'équilibre par rapport au pouvoir d'injonction. Ce qui s'est passé avec cette loi, derrière le slogan, le faux slogan de la modernisation, c'est qu'en fait, il y a eu une cassure et un déséquilibre de ce pouvoir d'influence par rapport au pouvoir d'injonction. Les détails vont nous expliquer ce que je viens de dire, notamment au sein d'un procès pénal. Le procès pénal, c'est les libertés des citoyennes et des citoyens. Ce sont des heures, des semaines, des mois, des années de prison qui sont en jeu par rapport au fait à ce que l'ordre public intervienne pour justement punir, pour sanctionner, afin de réguler des agissements sociaux. Eh bien, cela entraîne des injustices. Donc nous sommes en train de réfléchir, de penser, de réguler un domaine extrêmement sensible et philosophique qu'est la justice. Lorsque vous n'avez plus le droit d'être défendu, lorsque votre droit à la défense n'est plus doté de deux grands principes fondamentaux que sont l'immunité et l'indépendance devant le pouvoir d'injonction qui est en face de vous, eh bien, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Et quand on parle de porte ouverte à l'arbitraire, c'est la porte ouverte à l'instabilité constitutionnelle. Parce que
tout simplement, les citoyennes et les citoyens, les institutions, les associations et même les entreprises, s'ils manquent de confiance vis-à-vis de l'institution judiciaire, eh bien, tout simplement, ils iront se faire justice eux-mêmes. Alors, en Donc, bon le avocat bras que de la vous êtes, défense, vous maniez très très bien les mots et l'art oratoire, c'est la base pour tout avocat, mais la parole doit Qui est- circuler. Alors, j'aimerais juste... C'est un Oui, plaideur oui, qui plaide sa cause. Oui, bien La sûr, mais cause la de sa parole doit profession. circuler. sur des bases de conviction. Absolument. Et de- Non, mais je dis ça, je vous interromps volontairement pour que la parole circule et pour donner la parole également à Aziz par rapport globalement à cette opposition, à cette polémique autour de ce projet de loi. Qu'est-ce que tu en penses avant de rentrer dans les articles qui posent problème et de poser des questions directement à Omar En fait, ce Abdullah? qui pose problème dans cette histoire, je pense encore une fois que c'est la personnalité du ministre de la Justice, qui est un homme politique audacieux. On ne peut pas lui retirer ça, on ne peut pas lui enlever ça. Il a le courage de ses opinions, de dire ce qu'il veut dire et ce qu'il veut faire. Le problème, c'est cette forme d'arrogance qui peut se dégager de ses agissements. Et ça a commencé depuis qu'il est en poste. Depuis l'histoire des chaussettes, de sinistre mémoire. Je connais les couleurs des chaussettes, on se rappelle tous de ça. En passant par la question du concours d'accès à la profession d'avocat, on se rappelle qu'il y a eu un ensemble de manifestations, des écrits, tout le monde en avait parlé. Il a fallu à la fin qu'il soit désavoué par une institution constitutionnelle, qui est le médiateur, je pense, au contrôle normal. Il y a eu cette question de code de procédure pénale, qui est absolument injustifiable, mais qui est passé sur ces fameux articles 3 et 7, qui brident le droit des associations à ester en justice contre des élus indélicats. Les explications ne valent pas. Et on peut ne pas être d'accord, on peut avoir de la divergence et des écarts d'opinion, mais tout est dans la manière. Il reste la manière, comme disait si bien Jacques Brel, où il y a la manière, et de faire ces choses-là. Écoutez, parmi les choses que je pense, encore une fois sous le contrôle de Maître Benjeloun, parmi les choses qui donnent aussi de l'urticaire à nos amis avocats, c'est que ça a été fait sans participation, de véritable participation. On va demander aux gens du ministère, ils disent oui, mais bon, les avocats ne sont pas d'accord entre eux. Oui, mais l'une des raisons pour laquelle ils recommandent qu'il n'y ait qu'un seul conseil, etc., c'est parce qu'il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs instances, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs intérêts, et donc finalement, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc finalement, le projet peut être discuté comme tous les projets qu'on peut mettre sur une table, à partir du moment où l'une des parties, parce que discuter, il y a dit, ça veut dire deux, il faut être deux pour discuter. Absolument. À partir du moment où les avocats sont énervés et où le ministère est buté, on arrive à une impasse. Tu dis un élément qui est très intéressant, qui, à mon sens, est central sur ce sujet, c'est l'approche participative, ou non participative en l'occurrence, dénoncée par les avocats. Et je me pose la question de savoir si le problème, au fond, ce n'est pas tant les articles de ce projet de loi que l'approche qui a été menée par le ministère. Je prends un exemple, les articles 5, 6 et 7 qui introduisent un concours sélectif, donc c'est les paramètres qui permettent aux uns et aux autres d'accéder à la profession, un concours sélectif, un institut de formation et un stage de 2 ans. Bon, dit comme ça, il n'y a rien de choquant ou d'intriguant. Alors sur le principe, est-ce que c'est réellement problématique, ce que je viens d'énoncer là, ou est-ce que c'est la manière ou l'approche qui est celle du ministère ou du ministre directement, qui fait que aujourd'hui, vous êtes vent debout contre ce projet de loi dans sa globalité? Alors effectivement, vous avez parlé du fait que je sois un bon plaideur. Je vous remercie pour ce compliment qui m'honore. C'est pas un compliment, c'est juste un constat. Un constat. Bon. Une description objective d'un avocat qui fait son métier. Je vous en remercie. Tout avocat sait, même en stage, c'est que lorsque on ne réussit pas la forme, on ne peut pas plaider le fond. C'est-à-dire les jugements jugent d'abord l'acceptation d'un procès sur la forme avant d'aller traiter le fond. Vous avez parlé de la démarche participative. Laissez-moi 30 secondes pour dire comment a opéré le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a créé un draft sur la loi régulant la profession d'avocat. Il a demandé au président de la BAM de garder ce draft chez lui, sous scellé et sous séquestre, et de ne pas le divulguer parmi les 17 bâtonniers, parmi les 17 conseils de l'ordre, sans parler des assemblées générales. Le total fait 19 000 avocats. C'est une loi qui les concerne, c'est la constitution du pouvoir de défense,
c'est le texte constitutionnel du pouvoir de défense, qui encore une fois est un pouvoir d'équilibre par rapport au pouvoir d'injonction, que le ministère, en infraction à la Constitution, parce que la démocratie participative dont vous avez parlé effectivement, est un dispositif au sein du texte constitutionnel, a été complètement bafoué par le fait de demander à la présidence de la BAM, sous prétexte qu'il y aurait divulgation et sous prétexte qu'il y a une négociation article par article et donc pour ne pas embrouiller, jusqu'à ce qu'on arrive, c'est le propos du ministère de la Justice, du ministre de la Justice lui-même, pour qu'on arrive à un texte final, à un accord final, et une fois arrivé à ce texte final, eh bien, il va paraître au Conseil de gouvernement et donc mis à la disposition des avocats pour qu'il soit discuté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que ce processus a été respecté. Il y a eu des voix au sein de l'Association des barreaux du Maroc qui ont été contre ce processus, disant attention, méfiez-vous, parce que comme l'a rappelé mon ami Aziz Bousta, attention, on a pratiqué ce ministère depuis son avènement en 2021. La confiance n'est pas au rendez-vous. Que veut-on dire par ce secret mis autour d'une loi qui finalement... Pardon, moi je vais faire l'avocat du ministère sur ce point, parce que ce que vous reprochez au ministère, c'est d'avoir demandé au président de la BAM de garder sous scellé, si j'ose dire, le texte. Non, mais je suis obligé de finir mon idée. Oui, mais je vous ai terminé, mais je termine aussi mon propos. Oui, comme ça on comprend. À la limite, si vous deviez pointer du doigt quelqu'un, c'est le président de la BAM qui a accepté de ne pas divulguer le contenu de ce texte avec l'ensemble des avocats, puisque le ministère de la Justice s'adresse aux représentants des avocats. Non, mais c'est la vérité. Moi, le ministère n'a pas besoin d'un avocat qui s'appelle Adil Abdelali, mais je suis d'accord avec vous. Qui t'a pointé du doigt quelqu'un. Je suis d'accord avec vous, et même, en même temps, je rebondis sur la remarque de Sir Aziz. Ne vous inquiétez pas que le débat interne au sein de la profession, d'ailleurs, je suis l'un des rares qui se sont opposés effectivement à la méthode au sein du bureau exécutif de la BAM, mais entre nous, de manière déontologique, on plaide la bonne foi entre nous. Mais l'essentiel, c'est comment est-ce qu'un pouvoir, encore une fois, constitutionnel, va imposer, en infraction à la démarche participative, le secret sur une loi qui, normalement, est une loi... Il n'impose pas, en l'occurrence, pardon, il n'impose pas. Mais il l'a imposé. Le président de la BAM n'avait aucune obligation de se soumettre à la volonté du ministère de la Justice. Malheureusement, il l'a imposé par rapport à ses moyens gouvernementaux. Il a su comment l'imposer. Effectivement, nous endossons, ou en tout cas ceux qui ont pris ce chemin endossent une part de responsabilité. Je suis d'accord avec vous. Ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. Le maillon qui est extrêmement dangereux, c'est que le gouvernement va déférer une version de ce projet de loi qui est contraire et antinomique avec la version qui a été consentie par la BAM et le gouvernement. C'est ce qu'on appelle en droit pénal un abus de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, nous nous sommes mis d'accord sur un dispositif d'après la présidence de la BAM, mais le gouvernement a déféré un autre draft c'est un coup d'État législatif. C'est-à-dire il y a une remise en question d'un accord déclaré entre les deux parties, ce qui est absolument condamnable. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec les dispositions qui sont contestables par les différents acteurs, et ces dispositions sont malheureusement anticonstitutionnelles et dangereuses pour la séparation et les équilibres des pouvoirs constitutionnels vis-à-vis du pouvoir judiciaire et vis-à-vis du pouvoir exécutif. J'ai une remarque, mais j'ai peur de mettre un peu trop les pieds dans le plat en m'adressant à l'ensemble des avocats. Qui suis-je pour le faire? Mais je vais le faire quand même. Ne vous êtes-vous pas fait avoir quelque part? Oui. Dans le sens où quand un ministre parle à des avocats, donc à une corporation, il y a des discussions, il y a des PV, il y a des écrits. Et donc vous avez utilisé des termes très forts. Abus de confiance, manque de confiance, coup d'État législatif. C'est très grave.
vous pourriez théoriquement prouver ça avec des PV. Voilà ce qu'on s'est dit à la réunion où était présent flan, voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qui a été fait. C'est pas, vous pouvez peut-être même aller devant un tribunal administratif, je ne sais pas comment ça se passe, ce genre de choses. Mais là, on est devant un avocat, rompu aux techniques d'avocat, puisqu'il a quelques dizaines d'années d'exercice, face à des avocats encore plus rompus parce que c'est collectif, et qui se retrouvent en train de, je dirais, allez, on va dire le terme, même s'il est un peu fort, en train de gémir sur quelque chose où on les a placés devant le fait accompli, finalement. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, Tout à fait. quelque part, de montrer, de prouver à l'opinion publique que nous sommes, voilà ce qui a été dit entre les avocats et Maître Abdelkader Fouebi, voilà ce qui a été proposé en conseil de gouvernement, nous refusons et voilà pourquoi. Est-ce que c'est possible de dire Omar ça? Benjeloun. Alors, ce que vous venez de dire, monsieur Aziz Bousta, mon cher ami, ne vous inquiétez pas, ça a été dit à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des barreaux du Maroc qui s'est tenue le 3 janvier, c'est-à-dire en pleine fête de fin d'année, le 3 janvier à titre exceptionnel à Marrakech. Toute la profession, les 265 membres du Conseil de l'ordre, qui est le parlement de la profession, a dit sur une centaine d'interventions exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une conscience collective au sein de la profession qui dénonce éventuellement cette méthode et qui dénonce l'acceptation de cette méthode. Mais soyons quelque part justes, vu que nous traitons la question de la justice, c'est que nos bâtonnier, en tout cas la présidence de la BAM, a péché par un excès de bonne foi. Mais en tout cas, la bonne foi est là. Pourquoi? Parce que nous croyons en nos institutions. Nous croyons en la légitimité de nos institutions. Jamais nous avons, de l'histoire du Maroc, et je vous renvoie à la loi de 2008 où le défunt Maître Bouzouba a été ministre de la Justice. Et je vous renvoie à sa défense de la loi de 2008 au sein du Parlement. Comment est-ce que les institutions défendent l'équilibre des pouvoirs et la profession d'avocat? Parce que la profession d'avocat a quand même été à l'avant-garde de l'indépendance du Maroc. Quand on parle du bâtonnier Bousta, Allah yarhamou, quand on parle du bâtonnier Ibn Ammar, quand on parle d'Abdelrahim Bouabid, quand on parle de Omar Benjeloun, quand on parle de ces fondateurs de la profession de défense qui ont milité pour l'indépendance du Maroc, pour la démocratie au Maroc, pour les droits humains au Maroc, Juste une petite précision jamais... pour ceux qui nous regardent, quand vous parlez de Omar Benjeloun, vous ne parlez pas de vous à la troisième personne. Je parle de Omar Benjeloun, le premier du nom, comme je parle du bâtonnier Bousta, premier du Absolument, nom. mais Qui est, parce que certains peuvent mal comprendre et penser que je parle des fondateurs. vous parlez à la troisième Je personne. n'ai pas milité pour l'indépendance du Maroc, malheureusement. Peut-être si j'étais né à l'époque, je serais enrôlé au sein du mouvement de l'indépendance. Mais pour dire que jamais nous avons vécu un manque de respect vis-à-vis du pouvoir de la défense, et on l'a vu depuis l'avènement de ce gouvernement, depuis l'avènement de ce ministre qui malheureusement est issu de nos rangs. Quel agenda sert-il pour déséquilibrer le procès équitable, pour créer cette instabilité constitutionnelle, pour justement enlever un outil démocratique et d'équilibre et de défense de la population et du peuple marocain vis-à-vis du pouvoir d'injonction? Vous savez, le roi Hassan II, quand on lui avait posé la question, qu'est-ce que vous vouliez éventuellement devenir si vous n'étiez pas roi? Il a dit, j'aurais voulu être avocat. Il a donné ses instructions à ce que les accusés des coups d'État de 72 aient un procès équitable. Qui était parmi leurs avocats? Son premier conseiller qui était Ahmed Reda Gdira. Voilà une haute idée de ce qu'est un procès équitable. Aujourd'hui, nous avons devant nous des profondeurs institutionnelles qui s'expriment par un ministre de la Justice pour tuer cet outil historique qu'est la défense à travers un génocide législatif, et cela ne passera pas. Les mots sont forts, génocide Oui, législatif, les mots sont très très forts. Malheureusement, le temps passe très très vite. On n'aura pas le temps d'aborder tous les articles point par point. Je pense que le sujet qu'on a regardé et visionné en préambule de cette séquence résume assez bien les articles importants qui poseraient problème. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça sera ma dernière question, c'est quelle sortie de crise à cette crise? Vous annoncez 6 jours de grève à partir de ce jeudi 15 janvier. Il y a une actualité
qui va à l'encontre des intérêts des avocats, en tout cas de leur approche en matière de grève. Là, je reprends une information donnée par mon confrère Abdelali Hurri, journaliste à Média 24, et qui nous informe que la Cour de cassation, saisie par le ministère public, est revenue sur une décision qui reconnaissait un effet juridique aux grèves des avocats. Concrètement, tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus haute juridiction affirme désormais qu'un mot d'ordre du barreau, en l'occurrence une grève, ne peut ni bloquer une audience, ni fonder un recours en cassation. Autrement dit, l'effet de la grève, qui est de paralyser le travail de la justice, est caduque. Déjà, on ne fait pas grève, on n'est pas ouvrier. On appelle à la cessation d'une mission universelle qui est la mission de défense. Vous faites grève, après vous pouvez jouer sur les mots, mais non, vous faites grève, vous ne travaillez pas. Ça n'a pas les mêmes applications juridiques. Ça n'a pas les mêmes implications juridiques, ce n'est pas les mêmes escalités, ce n'est pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire quand je cesse, c'est comme un médecin qui va cesser éventuellement d'apporter un service public qui est le service public de la santé. Mais l'objectif, c'est de oui. bloquer le travail de la justice pour montrer son mécontentement. Ça reste un jugement comme le précédent qui sont contradictoires. Et devant la contradiction, il y a l'annulation des deux. Après, il y a des procédures de rétractation, il y a des procédures constitutionnelles que les avocats peuvent éventuellement saisir. Maintenant, si justement il y a un manque de respect vis-à-vis de la défense, et que la Cour de cassation, sur instruction de je ne sais qui, a accéléré un processus d'annulation d'une jurisprudence qui est en faveur de la raison et qui est en faveur de la Constitution dans le cadre d'une perspective autoritariste pour justement, encore une fois, affaiblir le pouvoir de la défense, c'est un exercice d'intelligence qui est médiocre. Parce que de toute façon, il n'y a que la sagesse et la raison qui dureront. La Constitution est là. Les méthodes et les procédures judiciaires sont là et peuvent être éventuellement manipulées aussi bien au niveau national qu'international, il faudra faire attention, et que avoir une petite victoire autoritaire sur un pouvoir qui équilibre ne sert pas les intérêts de la nation. Alors la sortie de crise, parce que c'était ça ma La sortie dernière de question. crise, Qu'est-ce que vous demandez concrètement au niveau de la BAM? Alors l'actualité qui a freiné l'enchère en matière d'action militante, c'est la Coupe d'Afrique. Parce que nous avons une haute idée de notre pays. Ah, c'est pour ça que vous maintenez votre mouvement de grève aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est plus ou moins... Au lendemain d'une victoire en demi-finale de la CAN. Non, c'est pour cela qu'on n'a pas appelé à des manifestations nationales et à un arrêt définitif, à une marche nationale à Rabat ou à Casablanca. Ce n'est pas 2 ou 3 jours de grève qui font pression parce qu'on attend justement à ce que cette belle initiative de la Coupe d'Afrique et cette communion nationale autour de ce bel événement puisse finir. Et justement, comment est-ce que ce gouvernement a pu provoquer cette crise avec le pouvoir de défense en plein milieu de Coupe d'Afrique? Nous ne sommes pas aussi... Ce que vous nous annoncez concrètement aujourd'hui, c'est qu'après la victoire, Inch'Allah, du Maroc en finale face au Sénégal dimanche prochain, on aura peut-être des manifestations, des sittings, des remords. Peut-être le Maroc n'a pas besoin de cette loi. Au contraire, cette loi n'est pas un acte de modernisation, mais c'est un acte de sous-développement constitutionnel qui est contraire au texte constitutionnel de 2011, qui va priver le peuple marocain, les entreprises marocaines, les institutions marocaines, les associations marocaines d'un pouvoir de défense. Le gouvernement devrait se rendre à l'évidence du retrait de ce projet de loi. C'est tout ce que vous demandez, le retrait du texte. Le retrait, parce que ni renégociation, ni réécriture du texte. Il n'y a pas, pour ma part, les conditions idoines, d'abord, de la mise en place d'un texte pareil, parce que le Maroc n'en a pas besoin, et secondo, de par le manque de confiance totale entre le ministère et les robes noires, je pense qu'on devra attendre à ce qu'il y ait une nouvelle équipe gouvernementale. Aziz, pour conclure cette séquence, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ce que vient de dire à l'instant Ammar Benjelloun. On veut le retrait du texte et rien d'autre. C'est leur droit de demander, tout à fait leur droit. Moi j'ai une remarque. On n'en a pas beaucoup parlé dans ce débat. Tu ne vas pas ouvrir le débat là-dessus, Adil, mais c'est quand même important. Nous sommes en novembre 2021, Abdelkader Fouebi a 3 semaines de ministère derrière lui. Il a dit que 95% des avocats payent 10 000 dirhams d'impôts par an. Il y a une partie de cette loi qui concerne tout ce qui est la gestion et tout ce qui est donc la régularité fiscale de cette profession. Des chiffres effarants sortent, très peu d'avocats payent leurs impôts. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui fait mal
et dont on ne parle pas parce que c'est un peu gênant et dérangeant. Pour quelqu'un qui défend la loi, qui défend la veuve et l'orphelin, qui ne paye pas ses impôts, on peut se poser des questions et on retrouve un peu ça aussi dans d'autres professions. Et pour compléter ta question, et merci de me l'avoir Vous allez me rappelé. laisser répondre, j'espère. Oui, non, mais je vais vous donner la Ouais, parole. Marie, Parce que Scotch, là, non, parce que là, Aziz a relancé le débat sur un sujet que je voulais aborder, que j'ai oublié, qui est C'était très pas mon important. intention. Et je voulais avoir également l'avis de l'avocat que vous êtes, du membre de la BAM que vous êtes. C'est vrai qu'il y a de la symbolique. Abdel Foui parlait de 10 000 dirhams comme montant payé comme impôt par les avocats. Et c'est le même montant dans ce projet de loi au-dessus duquel les paiements doivent être faits d'une manière traçable, électronique, chèque, etc. Ce à quoi les avocats s'opposent j'allais dire en prétextant, mais en expliquant que c'est une mesure qui est déconnectée de la réalité, que tous les Marocains n'ont pas un chéquier, n'ont pas un moyen de paiement électronique, n'ont pas un compte bancaire. Pardon, hein, mais si je me fais encore une fois l'avocat du diable, ou l'avocat du ministère en l'occurrence, Ouais. Vous êtes trop angélique pour ça. C'est l'argument qui est avancé, qui consiste à dire que les Marocains n'ont pas les moyens de paiement traçables. Moi, j'y vois plus une volonté de la profession ou de certains membres de la profession de bien vouloir cacher, masquer leurs revenus ou les honoraires qu'ils pratiquent. Bon, j'espère que vous allez me laisser... Je l'essaie, j'ai posé une question et je me donne les laisser arguments. réagir. Donc je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par ce qu'a dit Si Adil. Les avocats, dans leur traitement du contenu de ce texte qui vient de paraître à partir du 15 décembre, suite à une année de secret, mais ne s'opposent pas à cette question de traçabilité. Cela ne figure nulle part, ni dans nos communiqués, ni dans nos débats, ni dans nos conférences. Donc je ne vois pas pourquoi le ministère va diluer... J'ai cru comprendre que la BAM expliquait que c'est une mesure qui est déconnectée de la réalité des Marocains. Mais si vous me dites que ce n'est pas le cas... Non, ça doit être un propos du ministère de la Justice pour justement nous mettre en... Ah non, mais je vous fais confiance, vous êtes membre de la BAM. Si vous me dites que c'est une disposition qui ne vous pose pas de problème... Parce que je sais d'où vient ce type de rumeur. Il y a une tentative... De toute façon, c'est de bonne guerre. Il y a une tentative du gouvernement de nous mettre dos à dos avec les citoyens, ce qui n'est absolument pas faisable, parce que ce que nous défendons aujourd'hui, encore une fois, c'est le pouvoir de défense qui est mis entre les mains des citoyens, vous et moi, et les institutions. Je reviens à la question fiscale. D'abord, moi, je pose une question. Est-ce que le cabinet de Maître Abdel Foui, en tant qu'avocat, paye ses impôts? Il faudra qu'on vérifie. Il faudra que le ministère des Finances, il faudra que l'administration fiscale nous réponde à cette question, premièrement. Deuxièmement, moi je ne pense pas que le ministre de la Justice soit justement un ministre des Finances. Il n'a pas les qualités de traiter la question de la fiscalité. La question de la fiscalité est traitée par le ministère des Finances, le ministère du Budget, enfin tout le pôle financier de ce gouvernement, le ministère de la Justice. Nous n'avons jamais vu un ministre de la Justice, un ministère de la Justice, un garde des Sceaux traiter de la question fiscale, qu'elle soit chez les avocats, chez les journalistes, chez les médecins, chez les adouls. Personne n'en a jamais parlé. Pourquoi cette offensive symbolique, cette diffamation institutionnelle contre ce pouvoir, ce qu'ils ont fait vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis des journalistes, veut-il le faire vis-à-vis des avocats? Les avocats, s'ils défendent les citoyens, attention, ils sauront se défendre même sur le front, médiatique. Je finis juste pour répondre par rapport à cette question. Oui. Les avocats, comme tous les secteurs, payent leurs impôts. C'est le deuxième contribuable du pays, à travers d'abord les taxes judiciaires qui sont payées dans les caisses des tribunaux, et ensuite, ils payent leurs impôts comme tout le monde. C'est-à-dire que le rapport un peu, on va dire, un peu opaque d'une certaine partie de la profession, c'est le rapport opaque de tous les secteurs vis-à-vis de la fiscalité, et partout dans le monde. Les avocats ne sont pas une exception de montages fiscaux antisocial par rapport aux autres professions. Je vous ai donné le mot de la fin, on a débordé, mais bon, on n'avait pas plein de questions à poser, et la voie et la porte est ouverte justement au ministère de la Justice pour prendre la parole sur ce sujet. Et on espère sincèrement une prise de parole pour justement avoir le son de cloche
du ministère également, pour justement avoir les deux avis, celui des avocats et celui du ministère qui défend ce projet de loi. En tout cas, merci beaucoup Omar Benjeloun d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Vous merci êtes à vous de vous être docteur en intéressé à ce droit, sujet. avocat Merci, au barreau de Merci, Rabat, Adi. membre de l'Association des barreaux du Maroc. Merci, à bientôt sur Média 24. Nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du 12-13 de Média 24, toujours avec Aziz Boustaï. Nous allons aborder à présent l'actualité politique marquante de ces derniers jours au Maroc. C'est évidemment cette annonce du chef du gouvernement et accessoirement président du Rassemblement national des indépendants, Aziz Arnouch, qui a donc annoncé son intention de ne pas briguer un troisième mandat à la tête du parti. Le RNI qui entre donc dans une séquence politique décisive. Dimanche 11 janvier précisément, Aziz Arnouch a annoncé qu'il ne briguera pas un troisième mandat à la tête du parti, mettant fin à 10 années de leadership partisan entamé en 2016. Une décision entérinée par le bureau politique après des réticences initiales. Les statuts du parti sont clairs. La présidence est limitée à 2 mandats, mais au-delà du respect formel des règles internes, le timing interpelle les uns et les autres. Cette annonce intervient à un peu moins d'1 an des prochaines législatives de septembre 2026, dans un contexte politique tendu, marqué par l'usure du pouvoir et la pression sociale. Un congrès extraordinaire est prévu le 7 février 2026 à El Jadida, avec une équation à résoudre: choisir un successeur à Aziz Arnouch, préserver l'unité interne du parti et préparer une campagne électorale sans celui qui incarnait depuis une décennie à la fois l'appareil, la stratégie et la figure électorale du parti. Et la question ne se limite pas à un seul nom, elle interroge aussi et surtout la nature même de ce parti qui est le RNI. Est-ce que c'est un parti qui est devenu un parti institutionnel à part entière, capable de se renouveler, ou une machine politique bien structurée, certes, mais autour d'un seul et même homme, Aziz Arnouch en l'occurrence? Pourquoi ce dernier choisit-il de passer la main maintenant? Quitte-t-il réellement la politique ou cherche-t-il à organiser sa succession en restant en arrière-plan? Et surtout, quel RNI se présentera devant les électeurs en 2026 sans son architecte électoral principal? Ce sont là des questions que nous allons aborder avec Aziz Boustaï et c'est l'heure du débat. Alors Aziz, il y a plein de questions à aborder. Bon, je tiens à préciser avant de se donner la parole que nous avons tenté par tous les moyens de donner la parole justement aux principaux concernés, donc les membres du RNI ou les porte-paroles du RNI. C'est moutu, c'est bouche cousue pour l'instant. Personne ne souhaite prendre la parole. J'imagine qu'on attend la désignation des candidats potentiels. On peut aisément le comprendre, mais comme la nature a horreur du vide et que les uns et les autres se posent des questions légitimes, ben nous on va remplir ce vide et on va essayer de répondre en tout cas aux questions vide, là, que l'on se pose. Oui, c'est vrai que le plateau s'est vidé, mais on va le remplir par des réponses pertinentes, n'est-ce pas, Aziz? On espère, Inch'Allah. La première question, c'est le timing de l'annonce, à quelques mois des législatives, pendant la CAN aussi, accessoirement, et les motivations réelles de l'annonce faite par Aziz Arnouch. Chacun y va de son propre commentaire, de son propre avis sur les motivations réelles et surtout sur le timing. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est comment on peut expliquer, ou comment tu expliques cette annonce faite par Aziz Arnouch dans le moment précis? Je ne vois pas trop de relation entre la CAN et cette annonce. Oui, sauf que c'est parti, c'est passé un peu. Tout le monde s'en fiche un peu de ce qui se passe sur la scène politique en ce moment. C'est normal, il y a la CAN. Et encore une fois, félicitations et bon courage pour la suite. On n'arrivera jamais d'éloges pour cette équipe. Maintenant, il y a 2 timings qui peuvent interpeller. Le premier, c'est que c'est à 1 an, à 6 mois, 7 mois des élections. En général, n'importe comment, comme on dit en bon français, on ne change pas une équipe qui gagne.
Apparemment, il gagne, puisqu'il a gagné les élections en 2021, puisqu'il maîtrise et il domine le RNI domine sa majorité, que le doute ne l'a pas assailli une seule fois en 4 ans de mandat, que tout ce qu'il fait est très bien. Alors pourquoi tu démissionnes? Pourquoi démissionnez-vous, monsieur le chef du gouvernement, monsieur le président du parti? C'est pas qu'il démissionne, mais qu'il ne souhaite pas se représenter. Pourquoi il démissionne dans le sens pourquoi vous n'allez pas vous représenter, Voilà, pourquoi vous quittez votre poste alors que le parti a besoin de vous, etc., etc. Donc effectivement, c'est un peu curieux et c'est étrange, comme beaucoup de choses que fait le RNI depuis sa création. Maintenant, il y a un autre timing qui dérange. Je ne sais pas si on appelle ça un timing, mais rappelons-nous que la veille, samedi, Aziz Akhnouch, dans son discours triomphaliste à son habitude, expliquait que nous allons proroger les mandats des instances et nous allons... Pourquoi? Pour aller justement vers les élections. Peut-être que s'il avait été élu en tant que président du parti, si le RNI, sous la présidence de Aziz Akhnouch, avait remporté la pole position, la première partie, peut-être qu'il ait été renommé encore une fois par le roi, c'est-à-dire pour refaire un deuxième mandat, refaire un deuxième gouvernement. Peut-être qu'il aurait fait ce qu'avait fait Abbas el-Fassi en 2007. Lui aussi, il avait ce problème au niveau du parti de l'Istiqlal. Et lui aussi avait pris sur lui, déjà, puisque je suis chef du gouvernement, Premier ministre à l'époque, donc je reste encore, je me présente pour un troisième mandat. Ce n'était pas passé à l'époque, ça ne passe pas. Et ça ne serait pas passé pour Aziz Akhnouch. Mais le fait d'avoir dit samedi, nous sommes là, nous avons nos instances, nous allons proroger nos instances, nous avons réussi, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus gentils, et que le lendemain, ils viennent totalement à contre-pied, prendre le contre-pied de ce qu'il a dit la veille, 24 heures avant, ça veut dire deux choses. Ou alors, il n'a absolument aucun respect pour ses militants et pour la population marocaine, on va faire. Mais lui, il a dans la tête qu'il va démissionner le lendemain et il ne le dit pas. Donc, c'est du n'importe quoi politique. Ou alors il s'est passé quelque chose dans la journée du samedi, peut-être même la soirée du samedi, peut-être qu'il a dû parler à quelqu'un, peut-être qu'il a dû avoir une suggestion, peut-être qu'il a dû avoir un conseil, peut-être qu'il a dû avoir une vision, peut-être qu'il a dû avoir quelque chose qui fait que le lendemain, en catastrophe, il détricote tout ça. En attendant la réponse du principal intéressé, parce qu'on aimerait bien avoir son avis, on espère l'avoir, en attendant de l'avoir ou pas d'ailleurs, ça reste des supputations et chacun il va de son propre pronostic pour expliquer cette annonce et son timing. Est-ce que, il y a aussi un timing très rapidement. Les uns vous diront que c'est le simple respect des statuts du parti. Ils sont bien naïfs. Oui, bon, chacun ira de son propre commentaire. Mais passons cette question, si tu le veux. Moi, je pense que la séquence Gen Z n'est pas terminée. Oui. Et qu'elle est en train de se poursuivre avec cette décision. Que la séquence Gen Z, qui demandait éducation, santé et gouvernance et reddition... Oui, on va se projeter vers les prochaines échéances électorales, notamment les législatives de septembre 2026. Mais avant cela, la question qui se pose aujourd'hui, en plus de savoir pourquoi il prend cette décision maintenant, c'est qui pour lui succéder éventuellement. Alors, bon, ce qu'on a fait à Mediamatkar, c'est qu'on a pris les choses... Normalement, traditionnellement, dans un parti qui se respecte, si un chef quitte la scène, en principe, c'est un membre influent du bureau politique qui prend sa succession, soit un personnage qui a un poids politique, un poids symbolique. Et donc on s'est amusé à voir un petit peu les membres de ce bureau politique, qu'on va voir d'ailleurs à l'écran. Alors il y a des noms qui émergent plus que d'autres. On a des membres qui sont aujourd'hui au sein du gouvernement, Madame la ministre des Finances, on a c'est Rachid Talbi Al-Alami, le président du Parlement, de la Chambre des représentants. On a aussi, c'est Mohamed Oujar, qui est une figure du parti et qui a occupé des postes ministériels. Donc, il y a des noms qui se dégagent parmi les, je ne sais pas s'ils sont 20 ou une trentaine de membres du bureau politique. Quel est le profil type, selon toi, de cette personnalité au sein du RNI qui pourrait éventuellement succéder à Aziz Akhnouch? Tu as dit dans un parti normal, quand un président s'en va, quand un président est démissionnaire, on a déjà le nom de son successeur. Je reviens au 7 octobre 2016, jour électoral, débâcle du RNI, revictoire consécutive du PJD.
dans la foulée de cette journée du vendredi 7, le samedi 9, on avait le nom suggéré de Aziz Akhnouch comme président qui allait être entériné par un congrès quelques semaines après et par un congrès ordinaire quelques mois après. Donc on avait ce nom-là. Tu me diras, donc le RNI est un parti normal. Je te dirais, oui, certainement, mais Aziz Akhnouch, quand il était revenu en 2016, n'était plus membre du RNI depuis belle lurette, si tant est qu'il l'eût été pendant un temps où qu'il en était convaincu. Maintenant, voilà, on dit un président aussi emblématique que Aziz Akhnouch, parce qu'il est un président aussi puissant, aussi influent que Aziz Akhnouch, puisqu'il est, s'en va, et sans absolument aucune indication sur le successeur, laissant la population, pas qu'elle s'intéresse énormément au RNI, mais elle s'intéresse quand même à la politique de son pays qui va diriger le pays, qui dirige le gouvernement, qui dirige le pays. Rien. Alors, tu as dit des noms. Nadia Ftah est une excellente technocrate, mais elle est venue du monde. Pardon, on va revenir sur les noms. D'accord. J'aimerais juste qu'on passe à l'écran les membres, justement, du bureau politique. Parce que, bon, on a fait les choses simplement. On est allé sur le site du RNI, voilà, et on descend, et on a la composition des membres du bureau politique qui vont apparaître d'un instant à l'autre. Si, au niveau de la régie, on peut les montrer, voilà. Donc on a Aziz Akhnouch, si on peut rester sur les premiers noms, s'il vous plaît, je dis ça à la régie, si on peut rester sur le bon, c'est pas grave. On a donc les noms qui se dégagent et bon, il y a une vingtaine, une trentaine de personnalités. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sorte de mini-sélection sur tous ces personnages et ces membres du bureau politique. On en a sélectionné 11. Alors on va les projeter. Ce sont eux qui sont en couleur. Oui, on va les projeter à l'écran. C'est 11 personnalités. On a c'est Mohamed Ojah, je l'ai cité. On a c'est Mohamed Saad Barrada, l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Rachid Talbi Al-Alami, Omar Mourou, Anis Birou, c'est Mohamed Boussaïd, Nabil Armeli, l'actuel maire de Casablanca, Karim Chengli, personnage très influent notamment dans la région du Souss, Mustafa Baitas, l'actuel porte-parole du gouvernement, Mbarka Bouaïda, qui aussi jouit d'une certaine forme d'influence, ou encore Mohamed Chawqi. Alors, ce ne sont pas des prétendants déclarés ou que nous mettons en avant, nous, ici à Média 24, pour la succession de Aziz Akhnouch, mais ce sont des personnages qui soit ont un poids politique ou un poids symbolique au sein du parti et qui pourraient correspondre d'une manière ou d'une autre à cette figure de leader du parti du RNI après le départ de Aziz Akhnouch. Qu'est-ce que tu penses de cette liste, de ces noms? Et est-ce qu'on en a oublié un ou deux? On peut la revoir Oui, on peut la revoir, on peut la remettre à l'écran. Bon, on a voilà, Omar Mourou, Rachid Talbi Al-Alami, c'est Mohamed Saad Barrada, Mohamed Ojah, Je vois Anis personne, Birou. peut-être c'est Mohamed Ojah, qui se rappelle un peu au bon souvenir de la population et des idées politiques, et qui est égal à lui-même. Anis Birou peut-être, mais son nom ne circule pas. Mohamed Saad Barrada vient du monde des affaires. Il y a exactement un an et exactement 16 mois, il n'avait absolument aucune relation avec la politique. Mais pendant les dernières élections, il était très impliqué, tu le sais très bien, pendant tout le processus électoral et la victoire du RNI. On va dire, On ne s'improvise pas chef de parti comme ça. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que chacun a un certain poids, qu'il soit politique ou une certaine forme d'influence au sein du parti. D'un parti normal, le RNI est un parti normal, très certainement, vu les instances. Il est même supranormal parce que c'est vraiment un parti qui a fabriqué, qui a créé, qui a mis sur place un certain nombre d'instances institutionnelles, organisationnelles, sectorielles. Le travail fait par Aziz Akhnouch est impressionnant, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Maintenant, la coquille est là. Est-ce qu'elle est remplie, est-ce qu'elle n'est pas remplie? On ne sait pas. Mais là où il n'est pas normal, c'est que c'est un parti qui s'est aquaisé du nom de l'entreprise du chef du gouvernement. Vous avez Mohamed Saad Barrada qui a une relation indirecte avec l'actionnariat, je pense, avec Aqua. Vous avez Amin Tahraoui qui n'est pas dans le comité, dans le bureau politique, mais qui vient du groupe de Aqua. Vous avez Fatem Zahra Amour qui était ancienne cadre du groupe Aqua. Vous avez Aziz Akhnouch qui est le patron de Aqua. Donc il y a
une certaine confusion qui s'est faite, pas entre le monde des affaires et le monde politique, et ça je ne vois pas où est le problème, parce que le monde des affaires est porté par des Marocains qui ont parfaitement le droit, comme vous, comme moi, comme tout le monde, de se présenter aux élections, mais entre l'entreprise du chef du gouvernement et le parti. Ce qui fait que ce parti-là a été quand même, depuis 9 ans qu'il est là, un peu plus que 9 ans, un peu moins que 10 ans, ce parti a été mis sous perfusion. C'est ce qu'on disait avant tout à l'heure, je t'expliquais ça. C'est un parti qui a été mis sous perfusion financière, sous perfusion organisationnelle, sous perfusion de gestion moderne, Oui. que tout le monde lui reconnaît. Et donc, enlever quelqu'un qui a fait tout ça et remettre quelqu'un à sa place, ça posera un nombre de problèmes absolument extraordinaires parce que ce parti perdra finalement sa bouée. Alors, il faut une dernière question avant de se projeter vers les élections de 2026 par rapport à ce... Cela étant, il y a d'autres noms ce- qui n'ont pas été mis qui sont très importants. Il y Bah, je a, t'ai il y a posé la Moulay question de Hafid, savoir. il y a Moulay Hafid Oui, il y a des Alami, noms qui par circulent, exemple. effectivement. Il y a qui- Shakib Ben Moussa. Shakib Ben Moussa est entré au gouvernement en 2021 sous la couleur RNI. Comment un ancien ministre de l'Intérieur, dans le pays que nous connaissons, arrive dans un parti et qui prenne la couleur d'un parti politique? Ça veut dire qu'il y a une idée derrière. Il y a des noms Bon. qui circulent, encore une fois, Aziz, il y a des noms qui circulent, chacun... Nadia a- Ftah, à part le facteur genre, elle n'a absolument rien à faire en politique. C'est une femme qui est excellente technocrate, personne n'en doute, mais qui est aussi excellente technocrate Et que on piètre disait, oratrice. quand tu dis qu'elle n'a rien à faire en politique, on disait presque la même chose de Aziz Akhnouch avant qu'il prenne les rênes du RNI en 2016. Donc, On c'est- le dit c'est- toujours, enfin je le dis toujours. Oui, mais Même après 5 ans de oui, présidence du gouvernement. mais il a eu le succès qu'il a eu, le succès électoral en tout cas en 2021. Donc ce n'est pas une condition Oui, sine il a qua eu le non mérite d'avoir un background d'apporter quelque politique chose. important. Malheureusement, c'est comme ça. Dans un monde idéal, oui, un parti politique Dans il est un monde où structuré. les milliardaires prennent de plus en plus Alors, le pouvoir. c'est la question que je voulais te poser Ouais. rapidement par rapport à Ouais. cette question. Qui va succéder à Aziz Akhnouch? Peut-être qu'il y a un choix stratégique à faire pour le RNI, un choix de rupture, en finir avec ce mélange des genres. Parce que les critiques qui reviennent le plus souvent contre le RNI et ses membres, c'est ce mélange des genres entre les réseaux économiques et le pouvoir politique. Peut-être qu'avec le départ annoncé de Aziz Akhnouch, c'est le moment, l'opportunité pour le RNI, s'il veut se renouveler, en tout cas d'une manière ou d'une autre, de rompre complètement avec cette manière d'aborder la politique en mettant en avant les réseaux économiques et par conséquent un leader qui soit en dehors des réseaux économiques, donc pas un grand patron par exemple. 2 exemples de grands patrons qu'on a eus dans ce pays qui ont fait le boulot sans aucun problème sous Feu Hassan II. Il y avait les gouvernements Karim Lamrani. Sous le roi Mohamed VI, il y a eu le gouvernement Jdo. On ne peut pas exclure un Marocain ou une Marocaine du pouvoir parce qu'il a de l'argent. C'est un homme politique ou une femme politique comme un ou une autre. Il n'y a absolument aucun problème. C'est cette question de réseau, De conflit d'intérêts. c'est cette question de conflit d'intérêts. Attends, Remarquons raison que- d'ailleurs, mais en tout cas les critiques qui reviennent le plus, c'est ça, hein, c'est les accusations de Voilà. conflit Et d'intérêts. on se remet en 2021 où le PJD était finissant, il fallait quelqu'un qui soit triomphant. Aziz Akhnouch est venu avec cette mission-là en 2016, cette mission-là de bouter, d'ailleurs il ne s'en cachait pas, de bouter le PJD hors des cercles de pouvoir ou les cercles gouvernementaux. Donc le problème est là, encore une fois, si Moulay Hafid Alami revient parce que son nom circule, il a été pendant 8 ans ministre de l'Industrie. Oui, Et personne n'a parlé de mélange. Il a fait sa vente la vente de son assurance. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'y a pas eu autant de soufre autour qu'autour de Aziz Akhnouch. ouais, c'est vrai qu'il y a eu une crispation des débats autour de ce mélange des genres depuis 2021, depuis 2021, l'avènement de ça ce ne- gouvernement. ne Ça, s'est- c'est une réalité. Voilà, ça ne s'est jamais dit Mais avant. Donc, je rejoins ce que tu as dit il y a quelques instants, à savoir que le fait d'être un patron qui réussit par ailleurs n'est pas une condition rédhibitoire pour quelqu'un de se présenter en absolument politique pas, ou de réussir en absolument politique. pas, absolument pas. Bon, ça reste des supputations, chacun a sa liste. Ça pose problème. il y a D'ailleurs, des- qu'il il y a y ait des des noms- supputations, ça pose D'ailleurs, problème. oui, mais justement, mais il y a des noms. Depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a des noms qui circulent. Moi, je me demande qui les fait circuler pour quelle On a raison. dit Monsef Mais- Belkhiyat, mais là, Monsef Belkhiyat, qu'est-ce qui va. C'est ça le problème. Quoi avec qu'il en RNI. soit, bon, on verra. On sera fixé rapidement. On aura des C'est noms. propre au RNI, ça. Vous on n'allez pas aura- trouver ça à l'USFP, au PPS, On aura rapidement au des. PJD, à l'Istiqlal, etc. Même si, bon, il y a beaucoup à dire sur ces Oui, parties. restons sur le RNI. On aura rapidement les noms déclarés pour la succession de Aziz Akhnouch. Dernière question pour conclure cette
séquence, c'est l'impact justement de cette annonce sur l'avenir du RNI à quelques mois des législatives de 2026. Est-ce que le départ de Aziz Akhannouch, au fond, stratégiquement, politiquement, affaiblit structurellement le RNI parce que c'est l'homme providentiel du parti en quelque sorte depuis 2016, ou au contraire, est-ce que au sein du RNI, le départ de Akhannouch peut être vécu comme une certaine forme de libération d'un personnage politique qui cristallise les critiques et les tensions de l'opinion publique, à tort ou à raison? Ça aurait été le cas s'il y avait une véritable idéologie dans ce parti. Aziz Akhannouch a créé cette idéologie, social-démocratie, machin, bon, ça ne mange pas de pain. Vous connaissez, si vous citez n'importe quel parti des 6 ou 7 autres qui comptent, vous allez voir revenir dans votre mémoire une position de ce parti. Le PAM a sa position sur tout ce qui est progrès, modernité, avortement, droit, etc., peine de mort, etc. L'USFP, le PPS, l'Istiqlal, le PJD, ils ont tous... Le RNI est un parti qui est lisse, aussi lisse que cette table, très lisse. Il n'y a pas d'aspérité, aucune aspérité. Donc, qu'est-ce qui va libérer? Rien. Le RNI est un parti, encore une fois, est un parti important parce qu'il est là depuis 50 ans, mais ce n'est pas un parti qui a marqué par son engagement. Il a été un apporteur de majorité. Il a apporté la pointe, c'est tout ce qu'il a fait. Et donc, si Aziz Akhannouch part, mais bien sûr, tu connais l'expression célèbre de Louis XIV, l'État c'est moi, ben, le RNI c'est Aziz Akhannouch, depuis 10 ans. On ne bouge pas devant Aziz Akhannouch. Si Aziz Akhannouch décide de revenir demain, tout le monde dira OK au RNI. S'il décide de repartir demain, tout le monde s'en plaindra. Et après, qu'est-ce qui se passera? On n'en sait rien, c'est le grand point d'interrogation. Quelle est cette personne, cette malheureuse personne qui prendra la suite? Il lui faudra les moyens, c'est-à-dire la capacité de mobilisation. Il lui faudra les moyens humains, c'est-à-dire la capacité d'encadrement, la capacité d'aller sur le terrain, d'étudier, d'analyser le terrain, de faire. Ça va être très difficile. Eh ben, on sera, je pense, rapidement fixé, puisque je pense, en principe, à partir de la semaine prochaine, voilà, on aura les noms des candidats déclarés pour la succession de Aziz Akhannouch, et on sera définitivement fixé, en principe, si le programme initial est respecté, le 7 février, jour de la tenue du congrès du RNI. De la grosse empoignade pour ça. Oui. D'ailleurs, une question rapidement pour conclure. El Jadida, pourquoi El Jadida? Je me suis posé la question hier. Je me suis aussi posé la question avant-hier en me disant peut-être que c'est là où il a été intronisé, donc c'est là où il sera déposé. Bon ben, on en sera 2017, rapidement fixé. Mai 27, c'était le congrès de Jadida. Mais en tout cas, c'est un sujet qui va nous intéresser tout au long de cette année 2026, qui est une année, vous le savez, électorale par essence, et on suivra avec beaucoup d'intérêt la suite de cette actualité en lien avec le RNI et au-delà de son implication sur les prochaines échéances électorales. C'était le débat du jour avec Aziz Bousta. Merci.
C'est bon, je commence? De retour sur le plateau du 12-13 sur Média 24 et on termine cette émission par une information importante, suivie de très près d'ailleurs par la rédaction de Média 24, mais aussi par l'ensemble des acteurs de la santé au Maroc. Depuis plusieurs mois maintenant, le ministère de la Santé travaille sur une réforme des prix des médicaments, un projet de décret aux enjeux très concrets pour les patients, les pharmaciens, les industriels et plus largement pour la soutenabilité de notre système de santé. Alors, le texte a été ajusté à plusieurs reprises avant d'être transmis récemment au Conseil de la concurrence qui est actuellement en train de l'examiner pour avis. Média 24 a pu consulter la version la plus récente de ce document et ça nous donne une idée très précise de la philosophie de la réforme et des changements envisagés par le ministère de tutelle. Alors pour nous expliquer ce que prévoit concrètement ce projet de décret, ce qui change par rapport au dispositif actuel et quels pourraient être ses impacts, je reçois celle qui suit pour nous à Média 24 ce sujet. Kenza Khatla, bonjour. Bonjour Adil. Merci. Alors, tu es auteur de cet article réservé aux abonnés par rapport justement aux nouveautés de cette réforme des prix des médicaments et nous allons en parler aujourd'hui dans la rubrique L'instant Média 24. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Kenza, elle est très très simple. Quel est, d'abord pour commencer, l'objectif de cette réforme des prix des médicaments? Pourquoi le ministère de la Santé a entamé cette réflexion et cette réforme à travers ce décret? Alors, en effet, le gouvernement souhaite revoir le système de tarification des médicaments pour trois objectifs principaux. En réduire les prix, les rendre accessibles aux citoyens et assurer la pérennité financière des caisses d'assurance maladie. D'ailleurs, ce dernier point est l'un des principaux éléments déclencheurs de cette réforme. Consulté par Média 24, les chiffres de remboursement ont explosé entre 2019 et 2024, en particulier pour la CNSS, après la généralisation de l'assurance maladie. Alors, on parle d'une hausse de 170% pour la CNSS contre 52% pour la CNOPS. Mais en parallèle, les cotisations évoluent de manière très modérée. Et là, c'est une hausse de 28% pour la CNSS et d'à peine 16% pour la CNOPS. Alors, cette hausse, elle est principalement portée par 150 médicaments coûteux, d'où la décision du gouvernement d'ouvrir ce chantier. L'annonce de la réforme a été faite par le ministre de la Santé au Parlement le 26 mai dernier. Oui. C'est un dossier complexe, d'autant qu'il concerne plusieurs acteurs de la santé, les pharmaciens, les industriels et les laboratoires. Une première mouture a été élaborée par le ministère de tutelle, qui a été discuté avec l'ensemble de ces acteurs. À l'issue de ces réunions, certains amendements proposés ont été acceptés, contrairement à d'autres. Donc la première version, la version initiale de ce projet de décret, a connu plusieurs ajustements. Mais si j'ai bien compris, pour résumer, ce qui motive le ministère à entamer cette réforme, c'est d'abord de préserver la soutenabilité de notre système de santé, en tout cas que les ressources soient disponibles pour que le système de santé soit efficace, si j'ai bien compris. C'est la motivation principale derrière la réforme. Exactement. Alors, quels sont justement, là on va rentrer dans le vif du sujet et dans le détail de ton article, quelles sont les principales mesures proposées dans ce projet de décret pour la réforme des prix des médicaments? Alors, il faut savoir que le PPV, le prix public des médicaments, il est égal à la somme du prix fixe hors taxe et de la marge des grossistes et de la marge des pharmaciens. C'est au niveau du prix fabricant que les principaux changements seront prévus d'être opérés. Alors, il faut savoir que ce prix fabricant est retenu sur la base des prix les plus bas pratiqués dans les pays de référence, à savoir l'Arabie Saoudite, la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et la Turquie. Donc, la principale nouveauté de ce texte, elle concerne la majoration de 10% des médicaments, des médicaments importés, qui couvrent actuellement la marge d'importation, les frais d'approche et les droits de douane. Donc, cette majoration, elle est prévue d'être supprimée, ce qui fait que les médicaments
importé et ceux produits localement, la marge sera harmonisée pour ces produits-là. Alors la seconde nouveauté concerne les médicaments génériques et biosimilaires. Dans les prix seront fixés en adoptant un taux de réduction fixe selon un modèle en escalier. Alors, ce prix sera déterminé selon 2 critères pour les génériques, à savoir le rang d'introduction et la tranche du prix fixe, et sur la base d'un seul critère pour les biosimilaires, c'est-à-dire le rang d'introduction. Alors, cette mesure, elle avait été rejetée par les industriels lors des discussions avec le ministère de la Santé, mais pour encourager la production nationale, ce dernier a proposé la méthode suivante. Alors, si un médicament fabriqué localement est le premier à être placé dans le premier palier, tout générique introduit par la suite sera positionné dans le palier suivant. En revanche, au cas où c'est un médicament importé qui occupe le premier palier, s'il y a un médicament générique qui est produit localement, il occupera le même palier. Et tout générique produit par la suite sera placé au niveau des paliers suivants. C'est-à-dire que chaque palier pourra désormais accueillir 2 médicaments, l'un importé et l'autre produit localement. Et la troisième nouveauté, elle concerne la révision des prix des médicaments. Alors, elle se fera désormais dans 2 cas, soit à la demande des établissements industriels, soit s'il s'avère au ministère de la Santé que le prix fabricant appliqué dans les pays de référence a connu une baisse de plus de 15%. Alors, comment se déroulera cette révision? Pour les princeps, elle dépendra du prix de vente. Alors, si le prix de vente est supérieur à 300 dirhams, le nouveau prix sera aligné sur le prix le plus bas appliqué au niveau des pays de référence. Mais s'il est inférieur à 300 dirhams, c'est la moyenne de 4 pays de benchmark qui proposent le prix le plus bas qui sera appliqué. Pour ce qui est des génériques et des biosimilaires, la révision se fera à partir de 2 ans de la fixation du prix initial, sauf si le prix fabricant du princeps enregistre une baisse. Alors on t'écoute religieusement depuis tout à l'heure parce que le texte est très technique. Je pense qu'il est beaucoup plus destiné aux professionnels concernés par la réforme que par le commun des mortels, mais il impacte les citoyens quels qu'ils soient, et d'où la nécessité justement de vulgariser le contenu de ce texte. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors pour conclure rapidement, Kenza, où en est actuellement ce projet de décret? Est-ce qu'il sera adopté définitivement rapidement? Est-ce qu'il est susceptible d'être modifié? Alors, comme je l'ai dit au début, il a connu plusieurs ajustements. Actuellement, il est en examen par le Conseil de la concurrence qui doit émettre un avis consultatif, sauf en cas de détection de problèmes majeurs susceptibles d'impacter la concurrence. Par la suite, ce sera une adoption au niveau du Conseil de la gouvernement, du gouvernement partant, et puis suivre le circuit législatif d'adoption habituel. Merci beaucoup, Kenza. Non, mais je vais te donner la parole. Attends, c'est simple demande, c'est décret ou loi? Non, c'est un décret. Un décret. C'est un décret, ouais. Donc c'était la rubrique L'Instant Média 24. J'étais ravi de t'accueillir, Kenza, pour cette première. L'Instant Média 24, c'est tout simplement le moment pendant lequel on met en avant les femmes et les hommes qui constituent la rédaction de Média 24 et qui produisent quotidiennement de l'info de bonne qualité et de l'info réservée aux abonnés. L'article en question est réservé aux abonnés. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner et à lire l'article dans sa totalité sur le site de Média 24. Merci beaucoup, Aziz. Merci Kenza. À la prochaine dans l'Instant Média 24. C'est tout pour cette première émission du 12-13 sur Média 24. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur Média 24.